Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être, présentes et présents dans cette, conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Eddy. Bonsoir Thomas. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Hortense. Ce soir Thomas, tu vas nous parler de comment, mettre fin à la reproduction de schémas parentaux indésirables. Alors que nous le voulions ou non, nous reproduisons tous des modes de pensée, de fonctionnement, des limitations ou des biais émotionnels qui existent en tant que schéma familial se reproduisant encore et encore. Alors, durant cette conférence, Thomas, tu nous présenteras la manière dont ces schémas familiaux, aussi nommés archétypes transgénérationnels, maintiennent des fonctionnements et attitudes limitantes. Tu nous montreras aussi une approche totalement nouvelle qui permet d'identifier ces schémas, de les observer à l'œuvre, et puis finalement une méthode révolutionnaire qui permet de mettre fin à la répétition d'un schéma lorsqu'il a été identifié. La méthode que tu vas présenter va permettre d'amorcer un vrai changement dans l'optique de s'épanouir et de vivre pleinement sa vie. C'est un beau programme que tu nous vas présenter ce soir donc. Mais avant, de rentrer dans le vif du sujet, que tu nous présentes tous ces schémas, parentaux, transgénérationnels qui nous plombent la vie, est-ce que tu pourrais, te présenter, aux personnes en ligne ou qui vont regarder le replay, qui ne te connaîtraient pas encore? D'accord. Bon, je m'appelle Thomas Eddy, je suis formé à la géobiologie, à la bioénergétique et plein d'autres formations ont complété ce tableau. Le chamanisme, la médiumnité, etc. Donc, ça fait maintenant peut-être 15 ans que j'ai complètement tourné, chaviré de ma vie, où je consacre ma vie aux études, à l'étude de l'énergétique. Et je conçois aujourd'hui que la cause de ce que nous vivons n'est pas à chercher ou très peu à chercher dans le matériel, mais en fait le causal, c'est-à-dire la cause des choses, elle se trouve toujours au niveau subtil. Donc, euh, si on parle de transmission familiale, je ne vais donc pas parler d'ADN ou d'hérédité au sens où on la connaît d'habitude. Je vais en parler aussi au niveau subtil et énergétique. Donc voilà, comme ça, j'ai un peu présenté mon entrée en matière. Ah très bien. Bah, écoute, bah, on t'écoute, hein. Bon, On peut alors démarrer. oui, Euh, le sujet de la transmission familiale. Bon, je pense que tout le monde s'est posé la question sur ce qui se transmet comme mode de fonctionnement, mode de pensée, mode d'être, c'est-à-dire des espèces de caractéristiques familiales où l'on dit dans notre famille, dans notre ceci se fait, ceci ne se fait pas, on n'a jamais fait, personne n'a jamais fait, etc. Il y a des espèces de constantes. Et il y a des familles qui vouent leurs enfants à devenir les futurs PDG. Le sujet, voilà, peut-être qu'on se pose d'abord la question, mais qu'est-ce que c'est une famille au niveau subtil? Alors, si je regarde le processus d'incarnation, euh, je dirais la chose suivante. La famille, c'est une sorte d'entité ou de communauté d'êtres qui viennent, qui s'incarnent et qui continuent leur chemin. Alors, bien sûr, après, il y a des histoires de lignées d'âmes qui se retrouvent toujours dans les mêmes familles, etc. Mais mis à part ça, je dis simplement qu'une famille, c'est une espèce de communauté où chaque être qui a
passé dedans, qui s'est incarné quelque part, a laissé une trace. Mais cette trace n'est pas complètement aléatoire, puisque les familles n'attirent pas n'importe qui dans dans cette communauté, vu qu'on se situe au niveau de la loi de l'attraction, c'est-à-dire une famille attire un certain type d'être à venir euh, enrichir quelque part à la fois le contenu familial et à la fois et en même temps aussi à subir beaucoup de choses qui préexistent. J'ai tendance à penser qu'une famille, même dans elle, elle programme quasi l'espèce. C'est-à-dire que je suis programmé à être un être humain à travers ma famille, pas seulement en ce qui concerne l'ADN, mais tous mes comportements, toutes mes attitudes, toute la compréhension du non-verbal est beaucoup, est constituée, est amenée par le transgénérationnel. Je vais revenir là-dessus pour essayer d'en parler plus. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas de famille, eh bien, je serais sauvage. Je ne saurais pas me comporter en tant qu'humain. Et c'est pour ça que les enfants qui sont été abandonnés par leur famille sont tellement intéressants parce qu'ils ont été, on peut dire, ils n'ont pas été euh, euh, comment dire, programmés de la même manière, mais ils ont tout de même le transgénérationnel qui est à l'œuvre. Je suis tombé sur l'existence du transgénérationnel, de l'énergétique, c'est-à-dire en tant que schéma répétitif. Euh, Qu'est-ce que ce schéma répétitif? Eh bien, c'est le peut-être la meilleure idée qu'on peut avoir de l'importance de la répétition vient de la même chose pour d'autres substances, d'autres cristaux qui existent depuis longtemps, qui prennent toujours la même forme, et cette forme est inscrite par sa répétition. Ça, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous envoie aux écrits de Rupert Sheldrake, un biologiste anglais qui a beaucoup étudié l'importance de la répétition. Elle était très inspirant pour moi à un certain moment de mes recherches. Et il a vraiment montré de quelle manière un cristal ne peut pas se cristalliser autrement quand ça s'est répété sur beaucoup de millions d'années. Et quand les scientifiques, les chimistes créent de nouvelles substances, ces nouvelles substances ne savent pas encore comment elles vont cristalliser et elles vont peut-être même, à un certain moment, peut-être même changer de cristallisation. Bon, je dis ça un peu à part, mais c'est pour donner pour montrer à quel point cette idée de répétition est importante. Un cristal se cristallise d'une certaine manière à cause de la répétition. C'est comme la répétition engramme sous forme d'un schéma énergétique à la répétition, la structure qui va ensuite être reproduite. Eh bien, la répétition familiale, ce sont aussi des espèces d'engrammes. C'est-à-dire que ce sont des schémas qui vont influencer les choses d'une certaine manière. Euh, Par exemple, euh, la, je prends un exemple. La peur d'être mal vu par les voisins. C'est-à-dire de faire les choses pas pour soi-même, mais par peur d'être remarqué par les voisins parce que ça ne correspond pas aux règles, parce que ça ne se fait pas et tout. Beaucoup de, il y a beaucoup de familles où cette peur existe et d'autres où cette peur n'existe pas. Et dans les familles où cette peur d'être mal vu par les voisins existe, déjà de petit, on dit aux petits, voilà, c'est comme ça qu'on se comporte. Voilà, c'est comme ça va faire, c'est beaucoup plus rigide que quand on s'en fiche, on fait pas les choses pour le voisinage. Et ce schéma-là, il existe en tant qu'entité, que
j'appelle ça un archétype transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a une certaine force, il y a une certaine puissance, et cette puissance, elle est capable de générer à l'intérieur, chez les membres de cette famille, la peur dès que type familial. Ça veut dire que un arbre familial comporte des milliers ou peut-être même des centaines de milliers de schémas qui programment une bonne partie de la vie d'un individu, qui fait partie, qui s'est incarné dans une famille. Et peut-être une partie est tout à fait utile, une partie est nécessaire, une partie est faite de grande qualité et une autre partie est faite de toutes sortes de choses dont on voudrait se débarrasser, c'est-à-dire qui sont gênantes, qui provoquent une gêne, dire mais non, c'est pas moi, et pourtant c'est véhiculé dans la famille. Par exemple, je savais que dans ma famille, il y avait des problèmes récurrents de hanches, c'est-à-dire de problèmes d'arthrose. Et je disais déjà très jeune, j'avais 20 ans, je disais, mais qu'est-ce que je dois faire pour pas avoir l'arthrose de mes aïeux, puisque je voyais bien que c'était répétitif. Mon père avait des attitudes de comportement en société et je suis encore aujourd'hui en train de chercher à trouver les petits, la manière dont certains comportements se reproduisent à travers moi. C'est-à-dire, je suis pas en plein pouvoir de les modifier si je ne dispose pas de certains trucs, d'une certaine connaissance par rapport à ça. Sinon, je suis comme une sorte de, on peut pas dire une victime, mais de, je suis en fait, je suis juste destiné à transmettre l'état familial aux générations futures, tout comme je pourrais être destiné à transmettre des qualités familiales aux générations futures. C'est ça le but. Un arbre généalogique, c'est quelque chose de fantastique. Ça sert à la survie de l'espèce, pour le meilleur et pour le pire. Donc, euh, quand je reproduis des aspects positifs, bah, c'est pour le meilleur, et que je reproduis des drôles de trucs, des jugements sur les autres, des comportements inadéquats face à dans certaines situations, eh bien, ça fait partie de la reproduction dans son ensemble, même si c'est tordu, même si on peut considérer ça comme négatif, mais pour la famille, elle, en tant qu'elle, c'est un tout. Hein. C'est un tout. On se dira qu'on ne pourra pas vraiment séparer tout ça. Euh, elle, la famille a ses habitudes, et ces habitudes sont à transmettre. Là, je vous parle de choses relativement bénignes, mais le fait d'abandonner un enfant, de le déconsidérer, de dire qu'un enfant il est idiot, ou il est maladroit, ou il n'est pas intelligent, ou tout ça, c'est de la déconsidération pour la jeune génération. Or, il y a des familles qui pratiquent cela de génération en génération. Ils déconsidèrent le génie humain de l'enfant qui naît. Et en le déconsidérant, ben c'est l'enfant ensuite doit se dépatouiller avec ça. Bien sûr, il y a des raisons pourquoi moi j'ai choisi l'arbre dans lequel je suis. Comme pour chaque personne, il y a des raisons subtiles pourquoi vous avez choisi votre arbre. C'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est tout un travail peu à peu de, de déchiffrage qui, qui mène à
connaître son essence, comme si on était appelé à découvrir son essence à travers sa vraie nature. Et pour découvrir sa nature, eh bien, il faut déjà enlever tout ce qui est pas notre nature. Mais une fois qu'on a compris que notre nature, notre véritable nature, tout au fond, c'est un immense génie. Il n'y a plus qu'une envie, ben, c'est de permettre à ce génie-là de se déployer et de se débarrasser de toutes les entraves, qu'elles soient karmiques, qu'elles soient liées aux incarnations, qu'elles soient liées au transgénérationnel. Il y a vraiment une envie de se débarrasser des entraves quand on a saisi la nature absolument extraordinaire de soi-même. Et ça, je le dis vraiment pas seulement pour moi, mais ben, tout le monde, tous les êtres, nous sommes tous extraordinaires, peut-être encore plus extraordinaire que vous aurez tendance à le croire. Hein. Parce que toutes les facultés que nous avons et qui sommeillent, c'est incroyable. Or, le transgénérationnel participe pour une bonne part au blocage de nos facultés, de notre potentiel, de notre créativité, de nos perceptions, notre sensibilité, voilà, de notre potentiel tout court, de notre intelligence. À ce stade, est-ce que je peux te poser une question, Mais bien sûr. justement? Donc, est-ce que la guérison de ces schémas, donc transgénérationnels, familiaux, heu, une fois que dans cette incarnation pour, nous individus, dans cette incarnation, nous l'avons guéri, est-ce que c'est définitif pour, la descendance aussi? Est-ce qu'on le transmet encore? Alors, je sais que d'après mon expérience, c'est un vœu pieux d'éviter à notre descendance de se farcir la famille, puisque la famille est une entité dont moi, enfin, dans ma famille, je ne suis qu'une toute petite partie. Hein. Parce que c'est pas parce que moi, je change quelque chose que tout l'arbre change. Ou je le peux voir cela autrement, je peux donner à mes enfants un modèle de quelqu'un qui a changé et qui sait changer. Ça, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est, c'est donner un modèle de quelqu'un qui n'a pas, quelque part, qui n'est pas englué dans dans ces schémas familiaux, mais qui a réussi de s'en sortir. Et je dirais ça, c'est le plus important, c'est de donner les ressources, parce que finalement, les raisons pourquoi un enfant vient dans une famille n'est pas seulement les parents, mais tout le paquet transgénérationnel qui est vécu. Et finalement, en fait, le oui, comme tu dis, l'essentiel, en fait, c'est de donner ces ressources, c'est de donner cette possibilité à chaque personne, finalement, nos descendants, ou peut-être même nos ascendants, lorsqu'ils sont encore, vivants, d'avoir cette ressource de pouvoir, se guérir de ces schémas. C'est ça qui est important. Mmh. Mmh. D'accord. Allez, et qu'en est-il pour les enfants qui sont adoptés? Alors, ce que j'ai constaté, c'est qu'il s'établit une sorte de mélange. Le transgénérationnel devient plus complexe avec l'adoption. C'est-à-dire, d'un coup, il y a des mélanges où l'enfant garde encore une partie ou certains aspects de ses géniteurs biologiques, mais il y a aussi une partie acquise à travers les parents adoptifs, qui n'est pas négligeable. Euh, donc je sais que des recherches ont été faites qui disent exactement la même chose, qui montrent bien que certains enfants qui sont adoptés répètent certains schémas qui ne viennent pas de leurs parents adoptifs, mais qui viennent de leur monde d'origine, de naissance. Voilà. J'aurais tendance à dire que le monde est plus complexe pour les enfants adoptés.
J'ai notamment le souvenir d'une personne qui a été adoptée et qui dans Si on fait des effacements karmiques, est-ce que ça peut aider le transgénérationnel? alors, je dans mon approche, je sépare d'une manière très précise ce qui relève de mes incarnations successives et ce qui relève du transgénérationnel. Oh, c'est comme si mon incarnation est une sorte de croisement des chemins. C'est-à-dire mon chemin à moi, ce sont mes incarnations. C'est mon karma, peu importe finalement qu'est-ce qu'on entend par là, ce n'est pas le sujet de ce soir. Euh, mais, mais le karma est ce qui résulte des incarnations successives, des apprentissages à faire, à effectuer à travers les incarnations. Alors que le transgénérationnel est quelque chose qui qui est véhiculé à travers une famille, pas à travers des arbres généalogiques. Et moi, à chaque incarnation, je laisse une partie de moi-même dans un arbre généalogique. Et c'est comme ça où l'arbre généalogique laisse une partie euh, chez moi. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. C'est un croix. Voilà. Donc, je sépare vraiment très précisément le karmique du transgénérationnel et la manière dont je l'adresse est aussi très différente, puisque le karmique considère essentiellement de ce que j'ai à comprendre sur moi-même, alors que le transgénérationnel relève de ce que j'ai à comprendre sur moi dans ce qui je ne suis pas. Peut-être d'une manière simplifiée, on peut dire le karma me ramène à la question qui je suis et la famille me ramène à la question qui je ne suis pas. OK. Enfin, en tout cas pour moi, c'est très clair. Merci, merci Thomas. Pour le moment, bon, bah, il y a pas pas de questions pour le moment. Pas plus de questions, voilà. Donc, je te laisse continuer. Ok. Alors, euh, ce que j'ai constaté, c'est que je l'ai surtout constaté en faisant des constellations familiales. C'est que c'est à ce moment-là que j'ai peut-être vu que on était quelque part impuissant face à l'existence des répétitions familiales. En tout cas, au niveau des constellations. Puis ça a été pour moi important parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je peux pas changer ça? Est-ce que j'en ai, je l'ai surtout vu dans des répétitions d'abandon, des répétitions de schémas de maltraitance et tout. Mais je dis, mais comment mettre fin à tout ça? Et il y a bien sûr dans une famille, il y a plein de choses qui sont transmises. Quand on parle de familial ou transmission familiale, on parle aussi de toutes les dates anniversaires, de les non-dits qui sont ensuite véhiculés. Mais ça s'arrête pas là. Une famille, c'est la transmission familiale, elle est très compliquée et puis dépasse largement le temps, pour vous expliquer cela, dépasse largement le temps d'une soirée. Il faudrait beaucoup plus de temps pour montrer tous les aspects de ce qui se passe dans une famille. Le, ce qui a vraiment, ce que j'ai vraiment envie de montrer aussi après dans le séminaire, dans l'atelier qui suivra, c'est la technique. Montrer une technique qui permet quelque part, de se dégager
de quelque chose qui est programmé, qui est censé se reproduire. Ça veut dire que je considère l'arbre familial comme ayant une dimension et comme ayant une conscience. C'est pas un truc mécanique qui passe comme un, comme un rouleau compresseur. Je peux interagir avec l'arbre familial. Et cette interaction, euh, elle est surtout faite de conscience. Quand je deviens conscient de quelque chose qui me dérange et que je réalise que c'est quelque chose qui est familial, à ce moment-là, je peux commencer d'être acteur. Si je n'ai pas vu que ceci est transgénérationnel, que c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération, et à ce moment-là, je ne peux pas le changer. Donc, le point de départ de cela est une observation de soi-même. C'est que je dois vraiment me poser les questions, est-ce que ceci relève dans un tel comportement ou telle attitude, est-ce qu'elle est familiale, oui ou non? Et puis si elle est familiale, je dis, bah, tiens, est-ce que, pose question, est-ce qu'il y a un moyen de me dégager de cela? De dire, bah, ceci, je ne veux pas le reproduire. Ça, c'est la grande question. Et ça, cette question, je la répondrai vraiment à l'atelier avec une méthode. Peut-être j'anticipe un petit peu au niveau du déroulement de ce webinaire, mais peut-être très vite, je montre qu'il y a une technique. Et puis cette technique, j'ai passé beaucoup de temps à la mettre au point et j'ai beaucoup acquis d'expérience sur des milliers de séances où j'ai aidé des personnes à couper des aspects spécifiques de leur transgénérationnel, et ceci avec beaucoup de succès. On se demande bien sûr comment est-ce possible. Ben, peut-être je peux me la poser moi-même d'abord. Et il y a une part de mystère qu'encore aujourd'hui, je n'ai pas compris. Mais ça, c'est pas grave. C'est que ça ça permet de rester humble et de se dire que je ne sais pas tout vraiment, même si je travaille avec les archétypes transgénérationnels depuis peut-être 12 ans maintenant, euh, il y a toujours des aspects encore très obscurs, surtout de savoir comment ils sont générés, comment ils sont maintenus. J'ai une idée là-dessus. Au niveau de la genèse, par exemple, j'ai un exemple que je donne souvent, c'est celui d'une personne qui, peut-être il y a quelques milliers d'années, se promenait dans les montagnes et puis elle a vu un serpent et puis elle a essayé d'éviter le serpent et puis elle n'a pas réussi, il s'est fait mordre par ce serpent et il a été sauvé in extremis par des soins qu'on pouvait donner. Et il a dit à ses enfants, faites très attention, le serpent, c'est vraiment très, très dangereux. Et ça peut être mortel. Les enfants, ils vont transmettre à leurs propres enfants l'histoire du grand-père qui a failli mourir d'une morsure de serpent. Et au bout de la 3e génération, l'histoire originelle est perdue. Par contre, il reste la peur des serpents. Et la peur des serpents, sans l'histoire, sans ce qui l'a généré, la situation qui l'a généré, devient ainsi un mode familial. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait dans le mode de familial une omission de la source. On oublie l'origine et on garde l'adaptation à cette origine. On garde telle ou telle peur, telle ou telle limitation, sans savoir sur quoi elle a été construite. Et c'est ça, pour moi, la naissance d'un archétype. Comment il est maintenu? Bon, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup d'énergétique derrière, parce que l'énergétique, c'est toute une connaissance
du monde subtil, de la manière dont finalement les choses sont tenues ensemble par toutes sortes de formes de conscience qui ne sont pas visibles, mais néanmoins à l'œuvre dans le maintien de la vie. Voilà, peut-être que ce que je dis là permet de mieux comprendre ce que c'est un mécanisme de transmission familiale. C'est vraiment l'adaptation ou la survie face à un événement qui a été oublié. L'événement est oublié, ça peut être des événements extrêmement graves. Dans le temps, ça peut être des migrations populaires, des gros accidents, des tremblements de terre, des inondations, toutes sortes de choses qui sont vécues de manière dramatique et qui sont ensuite engrammées en oubliant la cause. OK. Donc moi, si je comprends bien, heu, on n'a pas besoin finalement, puisqu'on ne le sait pas, de connaître la cause pour pouvoir guérir de ces schémas, bloquants. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on peut, c'est le principe même, c'est que la cause est oubliée. Donc on ne peut pas, bien sûr, peut-être que si on arrivait à retrouver la cause, on pourrait ainsi, entre guillemets, supprimer le schéma familial comme une sorte de guérison en sachant il y a 10 000 ans ou il y a quelques milliers d'années, tel ou tel événement est à l'origine du système familial. Mais ça demande des capacités psychiques extraordinaires d'aller retrouver la pièce manquante. Oui, il faut en être sûr aussi que Ah oui, ça vient absolument. de là. Oui, Ouais. Alors j'en profite pour dire que j'ai mis dans le chat donc la l'offre l'offre d'atelier de Thomas. Il vous suffit, pour vous inscrire, de cliquer sur le bouton rose «Je profite de l'offre» et puis vous allez vous retrouver avec une nouvelle fenêtre. Ça ne coupera pas la conférence, mais il y aura une autre fenêtre qui va s'ouvrir ou un onglet et vous allez voir sur cette page, les détails, donc de l'atelier, ce qu'on va trouver dans l'atelier, de Thomas. Voilà, bah, d'ailleurs, je te laisserai parler de l'atelier, de ce qu'on va trouver dans cet atelier justement Thomas, dès que, bah, tu en auras l'occasion. Enfin, si c'est le moment, on y va. Sinon, si tu as encore d'autres choses à dire, il y a voilà, je te laisse continuer. d'accord. Donc, qui- en, peut-être ce qui est difficile de voir, c'est que on doit quelque part avoir un regard suffisamment euh, global sur le monde pour commencer de voir la spécificité de sa propre réaction face à un événement. Je prends par exemple l'histoire qui arrive, peut-être qui vous est arrivée, qui m'est arrivée à moi aussi récemment, c'est que j'étais dans une grande surface et j'ai bousculé un étalage et il y a une bouteille de vin qui est tombée par terre parce que elle est tombée, elle s'est brisée et puis voilà, c'est le point de départ. Il arrive un malheur, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une bouteille de détergent ou peu importe ce qui tombe et se casse. Et les attitudes intérieures, le comportement et tout est en grande partie programmé par le transgénérationnel. Alors, pour donner des attitudes types, la première, ben, c'est de se fondre en mille excuses, de rougir, d'être catastrophé, de ne plus oser se montrer, d'avoir une honte, d'avoir fait cela, de vouloir réparer, et de dire un événement peut être adressé de beaucoup de différentes manières. Et parmi toutes ces manières, voici la mienne. Et pourquoi moi j'ai honte alors que d'autres n'auraient pas honte, par exemple? Pourquoi moi je rougis et d'autres ne rougissent pas? Donc ça, c'est le point de départ d'observer
sa spécificité et pas de dire oui, les humains sont comme ça. Parce que c'est où je suis comme ça. Parce que aussi longtemps que je me dis je suis comme ça, ben je me prive du moyen de voir que cela relève de modes programmés. La honte est un mode programmé. Le fait d'essayer d'échapper à sa responsabilité, parce que je peux dire que je suis responsable, mais ce n'est pas parce que je suis responsable que je suis fautif. Certaines personnes voient dans ce genre d'événement une faute. Ah, et puis la faute nous ramène à une grosse histoire religieuse. Et je peux vous garantir que la majorité des arbres familiaux sont gangrénés par des histoires religieuses. Ça nous hante depuis qu'on a inventé la religion comme mode de relation avec le divin. Donc, je suis pas anticlérical en soi, mais je constate tout simplement que euh, je pourrais avoir une relation directe avec le divin, alors que la famille, vu qu'elle a plongé à travers pendant des millénaires dans des histoires religieuses, elle a des modes qui sont religieux dans l'attitude et motivés par des histoires religieuses. Ah, donc, pour en donner un exemple, la faute, c'est une histoire religieuse. Si moi, j'abolis, je peux dire non, écoute, la faute, ça n'existe pas, c'est une invention qu'on a créée pour dominer les humains. Oui, c'est possible. Elle continue de vivre à travers l'arbre familial, et c'est à ce moment-là que c'est vachement intéressant de savoir comment se comment enlever ça. Comment enlever, par exemple, l'idée que je suis mauvais? Comment enlever l'idée que, par exemple, je ne suis pas béni par les dieux, que je dois montrer qui je suis, que je dois montrer que je suis quelqu'un d'honnête, que je dois montrer que que je suis intelligent, etc. Comment enlever ça? Parce que ça, ce sont souvent des histoires de le mérite, euh, le regard de Dieu sur tout ce que nous faisons, l'idée du paradis qui est au bout de grand effort, tout ça peut être véhiculé de manière puissante dans nos arbres. Et je le mentionne comme ça, un petit peu à la chaîne, mais je vous assure que j'en ai connu des centaines et des centaines d'histoires qui sont construites là-dessus et qui demandent d'abord de pouvoir s'extirper avec s'extirper. Et on doit s'extirper de cela déjà dans un premier temps en réalisant qu'on peut fonctionner sans cela. Aussi longtemps que je suis moi-même pris dans l'idée de la faute, je ne pourrais pas commencer à m'extirper de cela en dégageant le système familial. Il y a comme un regard sur soi-même qui doit précéder. Donc le regard sur soi-même, il est alimenté parce que je suis un observateur et j'essaie de voir qu'à chaque situation, il y a beaucoup de réponses possibles. Et plus je m'ouvre aux réponses, c'est-à-dire pas seulement par exemple en termes de religion, je vois qu'une situation l'Occident répond d'une manière complètement différente que l'Orient. Donc, euh, tout simplement, à ce moment-là, quand je vois ça, je dis, ben, il n'est pas question de savoir si l'Occident a tort ou l'Orient a tort ou qui a raison et tout. Simplement, ce sont des réponses différentes. Et plus je suis à même de voir les réponses différentes que donnent les individus, plus je suis capable de trouver quelle est la mienne, celle qui correspond le plus à mon cœur, à qui je suis. Ça, c'est vraiment important. Parce que à ce moment-là, à travers toute l'observation du monde, j'essaye de trouver mais qui je suis véritablement. Donc, euh, euh, le dégagement du système familial se fait en parallèle sur une recherche de qui je suis. Voilà. C'est un des aspects
de cela. Et bien sûr que le regard d'autrui peut être extrêmement aidant. Et c'est à ça souvent que j'ai servi dans de nombreuses séances où j'ai pratiqué le dégagement, c'est que j'avais un regard sur les choses qui avait une certaine avance, une ouverture. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec des personnes qui ont fait un chemin devant elles ou de s'inspirer de personnes qui ont accompli un chemin, parce que c'est exactement ce chemin qui nous ouvre. Donc, Prête. Quelle différence entre les géniteurs et les parents? alors, le géniteur, c'est, en tout cas au niveau mâle, c'est très clair, c'est celui qui a fourni le spermatozoïde déterminant. Ça, c'est le géniteur. Euh, il semblerait que il y ait plus de personnes qu'on voudrait qui ont un géniteur différent du parent. Je dirais que le géniteur, il joue le rôle important, il doit donner le meilleur du matériel génétique possible. Et c'est pour ça que souvent les femmes, quand elles sont dans leur période d'ovulation, sont attirées par des beaux mâles, mais pour se marier, elles préfèrent quelqu'un qui a une situation stable. Ça, c'est la biologie et des expériences qui l'ont clairement montré. Donc le géniteur, il est vraiment là pour le meilleur matériel génétique. Et je crois qu'on peut les laisser là. Le parent, c'est celui qui transmet à l'enfant, c'est-à-dire qui, d'une part, il transmet des valeurs, il transmet une éducation, il transmet son transgénérationnel, etc. Ça, c'est le parent. Par contre, le géniteur, ben, il a juste transmis le, les, c'est-à-dire le génome humain qui permet au corps de fonctionner. Mais dans ce génome humain, il n'y a pas tout le transgénérationnel, il n'y a pas tout l'immense paquet dont on est en train de parler. Ok, ben ça amène la question d'Albena. Où sont stockées les mémoires transgénérationnelles? Ah, bonne question. Euh, déjà, notre mémoire, à nous, on ne sait pas où elle est. En tout cas, moi, je ne sais pas où est la mienne. Et puis, aucun scientifique a trouvé des molécules chimiques qui sont responsables de notre mémoire. Donc, on est encore devant un des plus gros mystères, c'est de comprendre notre propre mémoire, puisque cette mémoire n'est pas stockée sous forme chimique, il n'y a pas de clé USB dans ma tête ni dans la vôtre, donc il n'y a pas voilà, il n'y a pas de puce silicium pour stocker toutes les données, donc nous fonctionnons déjà d'une manière tout à fait inconcevable puisque nous le vivons de l'intérieur. La manière dont nous nous souvenons des choses, des lieux, de tout ça, c'est inné. Hein. On s'y intéresse quand ça ne fonctionne plus, quand ça dysfonctionne. La mémoire, c'est toujours la question la question de savoir comment quelque chose est maintenu. Comment je maintiens, par exemple, l'idée de l'endroit où j'habite, où se trouvent des choses complètement essentielles qu'on perd quand on est Alzheimer, des choses, comment c'est maintenu, comment je maintiens la cohérence de mon monde. Eh bien, je dis, ce même souci peut s'appliquer à une entité familiale qui est aussi un lieu de conscience, qui va se dire comment je maintiens la cohérence de ma mémoire pour savoir qui a participé à cette famille, qui a laissé des traces, comment je maintiens toute cette cohérence. Je dis, ça nous amène dans un monde fascinant, mais dont finalement nous ne savons encore si peu de choses. Une question de Sophie.
Quel lien avec l'inconscient collectif de Jung? Ah, d'accord. Ah, je dirais la chose suivante. Carl Gustav Jung a vécu il y a un siècle. Et on était dans nos conceptions de, de la, du monde, on était encore un endroit beaucoup plus embryonnaire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a fondamental qui a changé, c'est l'arrivée de la physique quantique. Et aujourd'hui, avec Né était à la limite, c'est un travail de pionnier, était à la limite de ce que les personnes les plus avancées pouvaient concevoir. Et pour moi, je me situe un peu la même chose. C'est pas que je prétends avoir la grandeur de Carl Gustav Jung, mais en tout cas, je conçois que je suis à un moment qui est la limite de ce qui est concevable pour nous aujourd'hui. Et peut-être dans 100 ans, ce qu'aujourd'hui me paraît vraiment à cette limite. Autrefois, on dira, ah ouais, mais ce Thomas-là, il n'a encore rien compris du tout, il a lancé des concepts, nous, on en est beaucoup plus loin. Oui. Donc, pour revenir à cette question, l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'était la réponse de Carl Gustav Jung pour répondre à un questionnement. Aujourd'hui, plus personne, c'est-à-dire parmi les énergéticiens, ou moi je ne parle pas de l'inconscient collectif, parce qu'on est en train de voir un petit peu différemment comment les choses s'articulent pour voir que ce qu'on a des fonctionnements de masse, en quoi nous sommes reliés les uns aux autres et en quoi nous sommes des individus, nous sommes peut-être beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais la question reste, elle reste, voilà, elle reste en quoi suis-je un mouton et en quel moment je me détache du mouton. Ça, c'est, je suis autre chose qu'un mouton. Peut-être c'est ça la réponse que nous avons peut-être tous à donner à cette question de l'inconscient collectif. Merci Thomas. Alors, une autre question de Lionel. Comment savoir si cette réaction donc je pense, par exemple, la réaction on avait parlé tout à l'heure du serpent et de la peur, serpent ou de la réaction, lorsque de peur ou de honte, quand on renverse quelque chose dans un supermarché. Comment savoir si cette réaction est de mon fait et non imprégnée du transgénérationnel? Donc comment savoir si c'est quelque chose qui se répète finalement? Ouais, si ça se répète justement, c'est que ça vient du transgénérationnel peut-être? Alors, la, le, pour moi, dans ma compréhension, il y a vraiment une part qui m'appartient là-dedans. C'est pas par hasard que j'ai choisi un famille. Si par exemple, j'ai choisi une famille qui véhicule l'idée de la faute. C'est que je fais déjà un travail de moi de me dégager d'idée de la faute. Mais si je vois que mon arbre généalogique est imprégné, je réalise qu'en fait, c'est vraiment un truc qui est coriace, qui est dans cet arbre. Et puis que je dis, bah, comment je me débarrasse? Bah, c'est justement là qu'il faut une petite technique toute simple pour dire, bah, maintenant j'ai compris que je veux sortir de l'idée de la faute, mais c'est l'arbre généalogique qui me maintient là-dedans. Et c'est là qu'une technique est vachement utile. Euh, ben, je dirais le chemin personnel, quand j'ai fait le chemin personnel, je dis je suis prêt à changer. À ce moment-là, bon, faut encore une petite technique pour se débarrasser de cette partie un peu coriace, tenace, liée à l'arbre généalogique. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, j'allume mon micro. Oui, non, mais je pense que oui, parce que moi j'ai compris, c'est clair. C'est clair, donc justement, tu parles de technique, j'en profite pour dire aux personnes donc qui sont présentes dans le chat, hein, donc présentes en ligne, que vous pouvez cliquer sur, le bouton rose «Je profite de l'offre» pour voir, toutes les détails de ce qu'on va voir en atelier avec Thomas et pour les personnes qui regardent le replay, vous verrez donc que la description, le même et sera en dessous de la vidéo de replay. Et sachez que vous pouvez à tout moment vous inscrire
dans cette, enfin à cet atelier. Voilà. Alors, une autre question de Déborah. Tout à l'heure, on parlait de géniteurs et de parents. Elle pose la question suivante. On n'hérite donc pas du transgénérationnel du géniteur? Ah, c'est la bonne question. Quel est le rôle du géniteur? Si le géniteur était juste le beau mâle qui a croisé une femelle qui a en état d'ovulation, il a juste laissé son génome, mais n'a pas d'autre trace en suit. C'est-à-dire il n'y a eu qu'un géniteur, mais que le père est manquant. C'est un autre aspect. En fait, le, le géniteur, quand il est le père quand c'est quelqu'un de complet, c'est-à-dire il est quelqu'un de complet, c'est celui qui a un géniteur, est un parent, et tout cela est clair et limpide. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'avoir un père et puis qui dit, ben non, c'est moi qui suis le géniteur. Il y a pas qui ne suis pas le géniteur, je ne suis pas le géniteur. C'est pas un problème, mais c'est juste le fait d'avoir une clarté, de donner à l'enfant une clarté pour qu'il puisse se construire. Comme j'ai déjà dit, nous sommes construits sur trop de non-dits et les non-dits qui se répètent deviennent des systèmes transgénérationnels. Voilà, on retrouve une fois de plus, c'est l'échafaudage théorique de ce que j'ai construit à travers ma compréhension. Une question de Déborah et je pense qu'on va en profiter pour parler du contenu de l'atelier. Comment faire alors comment faire alors lorsqu'on prend conscience que l'on est en train de reproduire le même chemin qu'un de ses 2 parents? Même solitude, même réaction, même situation sentimentale, même goût, mêmes épreuves de vie, même physique, jusqu'à la marque de voiture, alors qu'on refuse catégoriquement de suivre la même voie. Alors que faire? Alors, effectivement, je te rejoins, Hortense. C'est vraiment le moment d'introduire l'atelier. Euh, il y a euh, j'ai parlé de technique. C'est-à-dire qu'une technique, c'est une manière de voir les choses, une manière de considérer les choses pour pouvoir ainsi opérer un changement. Toutes les techniques qui sont liées à la conscience sont basées sur des manières de penser, de croire, d'opérer, de comprendre les choses et rien d'autre. On veut induire un changement, on change sa pensée. Et ça, c'est la même chose pour le transgénérationnel. On fait des choses très précises au niveau de sa pensée, au niveau il y a peut-être une partie d'acte, mais cet acte est parfois plutôt symbolique. Le plus important se déroule au niveau de sa pensée. Et c'est donc, ces techniques-là, elles demandent à être introduites et elles demandent à être mises en pratique pour montrer que c'est faisable, que ça, 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 ça induit un effet absolument vérifiable. Parce que toujours toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, elles ont vu que je tiens à faire des choses qui sont vérifiables. Euh, c'est que à la base je suis ingénieur et puis un ingénieur il ne fait jamais quelque chose si ça n'apporte aucun résultat. Ça ne l'intéresse pas de faire des choses juste pour la beauté de la chose. Moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché aux résultats et à savoir est-ce que c'est mesurable, est-ce qu'on peut quantifier la modification induite. Et c'est pour ça que dans l'atelier aussi, on aura l'occasion de faire la vérification
au moment, c'est-à-dire peu de temps après l'avoir fait, est-ce que ça a permis de changer quelque chose? Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on fait ainsi le tri des méthodes qui ne donnent rien, qui n'ont aucune incidence, et c'est les méthodes qui fonctionnent. Ça, c'est... Voilà. On pourra voir, donc les détails donc de cette, de l'atelier, hein, où nous allons pratiquer, voilà, cette technique. Donc, sachez que vous avez la possibilité, de payer en 2 fois, que ce soit pour le prix, de l'atelier, non téléchargeable ou téléchargeable. Alors j'explique. L'atelier non téléchargeable, ça veut dire qu'il faut que vous vous connectiez en ligne dans votre espace privé pour pouvoir, revoir l'atelier que vous avez en accès illimité, pardon. Et pour les personnes qui prennent l'option téléchargeable, également, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Et pour les personnes qui regarderont le replay, regardez en dessous de la vidéo, vous avez toute la description également de l'atelier de Thomas. Voilà. Alors, quand est-ce que ça va se passer? Ça va se passer le lundi 16 août. Donc, vous avez largement le temps de revoir le replay de cette conférence. Ce sera pour le lundi 16 août à 20h30. Pour les personnes donc qui prennent l'atelier, vous aurez, comme pour la conférence, un lien pour vous connecter en direct, pour être en direct donc dans l'atelier avec Thomas et moi-même. Et pour les personnes qui ne pourront pas être en direct ce jour-là, eh bien, vous avez la possibilité de de regarder le replay. Vous aurez la totalité de la technique que nous aurons vue en direct aussi. Donc voilà, voilà tous les détails concernant les détails pratiques, hein, concernant de l'offre de Thomas. Alors, si vous avez encore des questions, surtout n'hésitez pas. Il me semble que j'ai loupé une question tout à l'heure d'Albena qui demandait comment affronter les fantômes familiaux. Alors, je ne sais pas de quel fantôme elle parle. Je ne sais pas si tu vas répondre. Les fantômes familiaux. Alors, quand je Comme on dis est dans le fantôme, transgénérationnel, je ne sais pas si c'est je, quelque chose je, à voir. je ne sais pas si on peut dire un système transgénérationnel est un fantôme. Euh, en gé- ce terme, il est, dans ce sens, je vois, le terme est fantôme désigne en général une partie d'un être décédé qui continue encore de hanter nos lieux, mais cela peut effectivement se passer pour la famille, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir des parties d'ancêtres qui ne sont pas passées et qui continuent de hanter euh, les vivants. Et ceci est complètement existant. C'est un autre aspect. J'aurai une fois l'occasion d'en parler dans un autre webinaire. C'est de savoir que euh, il y a des, euh, des survivances de parties d'êtres qui ont vécu dans un autre temps, parfois des centaines, voire des milliers d'années, et qui continuent de hanter les vivants avec quelque chose qui ne leur appartient pas, mais qui relève d'une peur ou souvent d'une anxiété ou quelque chose qui n'est pas lié au temps présent, mais qui est lié à un événement vécu par un aïeul. Et voilà. Donc j'ai connu cela, je me suis intéressé à cela et trouvé même les modes et la manière dont cela agit chez un individu, de savoir que son mode, c'est-à-dire un fantôme familial, est encore en train de modifier son comportement, ses décisions.
Voilà, mais voilà. Comme j'ai déjà dit, on est dans un sujet complexe. La famille, c'est vaste et les problématiques qui sont colportées les familles aussi sont très, très vastes. Heu, C'est vraiment l'objet de se toucher cela. Après, il y a d'autres modes, c'est beaucoup, beaucoup plus technique. Là, je serais incapable de transmettre ça comme ça en vitesse à travers un atelier. Je le ferais volontiers avec des personnes qui ont suivi tout un cursus, mais pas dans un atelier. Destiné OK. parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, l'atelier, la personne qui suit cet atelier, elle doit avoir emporté quelque chose. Elle aura quelque chose pour son investissement. Et ça me semble très important de donner quelque chose. Merci Thomas. Bien, alors est-ce que vous avez des questions? C'est le moment d'en profiter. Si vous n'avez plus de questions, eh ben, moi, il me resterait, à donner rendez-vous aux personnes qui voudront bien nous rejoindre, donc le lundi 16 août à 20h30. Vous aurez un lien, ces personnes qui auront pris l'atelier de Thomas. Donc, si vous n'avez plus de questions, eh ben, Thomas, moi, je te laisse, le mot de la fin. Oui, merci, merci. Donc, d'abord, je vous remercie du partage de toutes les personnes qui m'ont posé des questions euh, tout à fait pertinentes, qui m'ont aidé à parler, aborder ce sujet que je trouve complètement passionnant. Et j'espère que vous serez nombreux à me suivre aussi pour l'atelier, parce que ces techniques-là qui sont nouvelles, plus on les pratique, plus il y a de personnes qui les pratiquent, plus que ça va dynamiser des modes de changement dont nous avons besoin d'une manière urgente c'est-à-dire globalement, pour voir un futur au génie humain, à l'être tout court, à nos êtres que nous sommes, aux fabuleux êtres que nous sommes. Et c'est vraiment cette idée-là que je tiens à partager, et je me réjouis de tous les êtres qui participent à cette aventure d'épluchage pour arriver à découvrir les facettes extraordinaires qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, ben, je remercie aussi les personnes qui étaient avec nous ce soir en direct. Je remercie les personnes qui vont regarder le replay également.